Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de notre série Si c'est pour la culture, on a déjà donné, le BADA qui nous permet aujourd'hui de recevoir Hervé Pierre, comédien, sociétaire de la Comédie Française, pour encore 48 heures après cet enregistrement. Hervé Pierre, bonjour. Bonjour. Hervé Pierre, vous êtes, je viens de le dire, comédien et sociétaire de la Comédie Française. Juste avant que nous remontions un peu dans le temps, un mot pour dire que cet enregistrement a un caractère historique, le moins qu'on puisse dire, puisque donc il est réalisé 2 jours avant que vous montiez pour la dernière fois, enfin en tout cas prévisible, sur la scène de la Comédie Française pour y interpréter la vie de Galilée de Bertolt Brecht. Oui, je suis même déjà ex. Depuis le 25 juillet, je suis un ex-sociétaire de la Comédie Française. Et j'ai été réengagé pour jouer 25 fois la vie de Galilée en tant qu'artiste auxiliaire. C'est-à-dire un contrat modeste, mais qui me permet de rendre hommage à la grande maison dans laquelle j'ai vécu pendant 15 ans. Voilà. Donc vous y étiez rentré en 2007. Oui. Mais vous n'êtes pas le premier à avoir été dans cette situation, après avoir été sociétaire, de vous retrouver artiste auxiliaire. Je me souviens de Michel Robin, Exactement. qui était, quand il jouait Les Trois Sœurs, qui était dans cette situation. Et Michel Robin était un homme délicieux. Évoquer sa mémoire est un plaisir. Et Michel Robin, à qui j'avais demandé ce que ça faisait d'être passé de son statut précédent à celui d'artiste auxiliaire, m'avait dit « Écoute, c'est un peu bizarre, parce que on regarde la feuille de service, on est tout en bas, et puis après on reçoit sa feuille de paye, et c'est pas du tout la même chose. » Et oui, même la fiche de paye n'est plus déposée dans mon casier, en fait. La fiche de paye, je la reçois à la maison. C'est-à-dire que je suis déjà expulsé, en fait, des règles qui régissent la maison. Donc, c'est très étrange, effectivement, oui. Alors, nos auditeurs ont compris que vous dites tout ça sans la moindre amertume, et même avec gourmandise, mais c'est quand même une façon d'évoquer ce que on oublie quelquefois, c'est-à-dire que la Comédie Française, c'est une institution qui a plus de 300 ans, et qui a des règles qui sont très présentes dans la vie quotidienne de la Comédie Française, des hiérarchies qui sont très présentes dans la vie quotidienne de ce théâtre, qui par ailleurs est capable de faire des choses de plein pied avec son époque. Exactement. Alors, vous êtes comédien, et pratiquement vous êtes né comédien, si je suis convenablement documenté, mais commençons par évoquer la région d'où vous êtes originaire. Vous venez du Haut-Doubs. Oui, du Haut-Doubs. Alors, dans la hauteur du département du Doubs, sur les plateaux qui bordent la frontière suisse, qui sont adossés à la montagne du Jura. C'est pour ça d'ailleurs que Mout, et qui est au bout des plateaux du Haut-Doubs, est la petite ville qui est la plus froide de France, qu'on appelle la petite Sibérie, parce que les vents du nord viennent en fait glisser sur les plateaux et puis s'écrasent contre la montagne du Jura, et donc ce congélateur là qui se crée à Mout fait que c'est la petite Sibérie. Moi je suis né là où on fait la saucisse, de Morteau, n'est-ce pas? À Morteau, donc où j'ai passé mon enfance entre le jambon fumé et la salade, et puis la saucisse de Morteau, le comté, bien évidemment, et puis donc une région qui est plutôt agricole, autour de la vache de Montbéliard, Arras-Montbéliarde. Et puis mes parents qui étaient eux dans l'industrie horlogère, puisque Morteau, et puis il y avait un bassin comme ça horloger qui passe de Morteau même jusqu'à Besançon, en fait, puisqu'il y a le grand conflit de Lippe et tout ça, c'est Besançon, et puis ça passait en Suisse. Voilà, il y a tout un coin là. Au moment de la révolution du mouvement à quartz, les Suisses ont su s'adapter à cette révolution, c'est-à-dire qu'ils ont supprimé la montre de moyenne gamme pour faire de la montre jetable et de la montre très haut de gamme.
En France, on est resté sur la moyenne. Et donc, ces usines ont fermé au fur et à mesure. Donc, mes parents étaient ouvriers dans l'horlogerie. Et puis, à un moment, ils ont été obligés de vendre la maison qu'ils avaient construite pour acheter un commerce d'horlogerie-bijouterie dans la Nièvre, là où maintenant, j'ai trouvé ma nouvelle campagne. Et c'est donc, pas très chaud non plus. Non, c'est pas très chaud. Mais d'ailleurs, là où j'habite, le hameau dans lequel je vis, j'ai entendu dire qu'on appelait aussi la petite Sibérie. Donc je me dis que finalement, il y a une constante. De Sibérie en Sibérie. La tradition horlogère dont vous parlez dans cette région du Haut-Doubs, c'est une tradition horlogère donc de petites usines. C'est pas l'époque où on était paysan le jour et ouvrier le soir chez soi. Non, c'est-à-dire que, mais en même temps, d'une certaine manière, ça a été la conséquence de ça. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, les manufacturiers suisses, en fait, apportaient en automne de la tâche à accomplir aux paysans, et ils faisaient ce qu'on appelait le travail à la fenêtre. Pendant quelques heures, ils avaient la possibilité de travailler à fabriquer des pièces. Et au printemps, ils rendaient en fait ce travail aux manufacturiers suisses. Et puis au XIXe siècle, effectivement, il y a eu là la construction en fait de manufactures sur place. Et donc ce sont les filles et fils souvent d'agriculteurs qui ont quitté l'exploitation et qui sont venus en fait travailler dans ces usines. Et donc dans mon village, il y avait en fait cette cohabitation constante entre deux mondes, celui agricole et ouvrier, et avec deux identités même politiques. Il y avait les rouges et les blancs. Et donc, j'ai vécu toute mon enfance entre ces deux pôles. Et c'était très étonnant de voir comment, à certains moments, toutes ces deux mondes se rassemblaient, en fait. Mais autrement, ils avaient leur musique, leur gymnastique, tout était divisé en deux. Oui, c'est l'époque où il y avait l'école sans Dieu et l'école avec Dieu. Exactement. Et 1905, dans mon village, ça a été chaud. Hein. La séparation de l'Église et de l'État, ça a été chaud. Le personnel municipal, le maire, on refusait d'enlever les crucifix dans les écoles. Ça a été compliqué, ça c'est sûr. C'était une opposition, c'est une époque où tout était en double. Le cinéma était en double, il y avait le cinéma catholique, le cinéma laïque, le pas trop laïque, le pas trop, etc. Même jusqu'aux équipes de foot dans certains endroits. Exactement. C'était comme ça chez vous. Oui. C'était comme ça chez vous, mais dans un pays où c'est la religion catholique qui domine. Oui, absolument. Et donc on peut être à la fois catholique et laïque, ou catholique et clérical. Oui, mais mes parents, par exemple, étaient des chrétiens de gauche. Voilà, ils ont été très engagés, investis sur Vatican II. Enfin, ils avaient cette relation à la religion comme étant d'abord un engagement vis-à-vis des autres, de comment, au bout du compte, on se rassemble et on fait communauté. Et par-delà, justement, des principes idéologiques, au bout du compte. Et ils étaient, justement, très engagés dans ce qu'il y a de meilleur dans la religion catholique. C'est-à-dire tout ce qui est, justement, de l'ordre de ce qui est en relation encore avec l'enseignement de Jésus et pas avec les dogmes de l'Église. Donc, c'est des personnes qui effectivement ont généré dans mon enfance des valeurs sur lesquelles je suis encore très fortement ancré, voilà. Qui sont des valeurs, j'allais dire, de rassemblement, dans lesquelles on cherche ce qui peut rassembler. Et vous avez parlé tout à l'heure de la division à l'intérieur de votre village. Pardon. C'est joli ça aussi. Hein. Entre les rouges le yin et le yang. Et entre les rouges et les blancs. Et aussi, vous avez parlé de moments de rassemblement. Quels étaient ces moments de rassemblement où on refaisait société et où les rouges et les blancs oubliaient qu'ils étaient rouges et qu'ils étaient blancs? Il y avait des choses qui étaient induites par le curé. Parce que bizarrement, en fait, mon curé Fernand Kéry s'appelait. Et il avait une passion, c'était en fait le cinéma. Et au moment de la guerre, il a rencontré un
un décorateur qui habitait Morteau, mais qui travaillait à Besançon, au théâtre de Besançon. Ce théâtre qui a été conçu par Ledoux, par le grand architecte de la Saline d'Arquesnan. Et en fait, ce curé avait l'ambition de créer une salle paroissiale plus importante que celle qui existait déjà. Et donc, il a demandé à ce décorateur de lui faire des plans. Ce décorateur, impressionné par Ledoux, lui a fait des plans d'une petite salle avec un orchestre, corbeille, loge, une scène avec une fosse d'orchestre, des cintres, etc. Et donc, dans ce village, tout à coup, les gens du village sont venus construire eux-mêmes cet endroit avec des moellons. Hein. C'est pas une salle qui est très belle. C'est une salle qui a une identité tout à fait particulière, qui était sous l'égide de Sainte Thérèse, mais où monsieur le curé, en fait, par sa passion du cinéma, avait installé dans la salle ce qu'il y avait de plus pointu au niveau technique. Si bien que c'était là où il y avait les premiers films en cinémascope dans la région. Et il faisait des programmations qui étaient surprenantes. Moi, j'y ai vu Woodstock. J'ai vu Woodstock, j'ai vu... Sous le patronage de monsieur le curé. Sous le patronage de monsieur le curé. Et c'était étonnant, justement, cette dualité qu'il pouvait y avoir en lui entre le fait de tenir son sacerdoce et puis, en même temps, de produire dans la culture quelque chose de tout à fait singulier. Et puis, dans cette salle, s'installaient évidemment les associations de la paroisse. Et donc, la compagnie de théâtre amateur, où mes parents ont été des engagés dans la production de spectacles 2 fois par an, une fois au printemps, une fois à l'automne. Mon père mettait en scène, ma mère jouait aussi, et en fait, c'était des pièces qui étaient du répertoire de divertissement, mais je passais en fait des moments délicieux sous la table de la cuisine quand j'étais enfant, et où tous les meubles étaient poussés, et où les gens arrivaient, il y avait justement des paysans, des ouvriers qui arrivaient, et puis ils endossaient des personnages, quoi. Je trouvais ça absolument étonnant, magnifique, de voir les gens que je connaissais, tout ça, devenir d'autres gens, quoi. Et puis, il y avait justement une très grande joie, en fait, dans cette production de spectacle. Et pour moi, ça a quelque chose qui a terriblement compté dans ce que j'ai identifié plus tard comme étant l'art de la joie, l'art que je pratique. Et là, dans ces moments-là, parce que mon père a mis en scène l'ange qu'on m'a donné quand j'avais 9 ans, et donc je me suis retrouvé à 8 ou 9 ans sur le plateau de ce petit théâtre. Et là, j'ai vu les visages des spectateurs. J'ai vu la joie, en fait, qu'il y avait sur ces visages. Et je me suis dit que, par rapport à l'église, où j'étais très engagé en tant qu'enfant de chœur, je me suis dit qu'en fait, c'était là que les choses se passaient. C'était à cet endroit-là que les choses se disaient, que le questionnement, en fait, était beau, était enthousiaste. Il n'y avait pas la recherche d'un quelconque pardon. Il y avait juste la nécessité de comprendre un tout petit peu ce qu'on fait ensemble. Et donc, je trouvais ça... voilà, j'ai vécu ces moments-là comme étant des moments fondateurs. Je m'en suis rendu compte plus tard, mais ça a été fondateur. Oui, à partir de là, je savais que j'avais trouvé mon écosystème. Et donc, comment est-ce que ça s'est prolongé ? Naturellement, comme tous les... voilà, je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Quand on arrive au collège, il y a un club théâtre. Non, là, je suis toujours dans le Haut-Doubs. Et donc, de l'école primaire de mon village, je passe au collège à Morteau. Là, il y a un club théâtre. Là, évidemment, il y a une prof de français, parce que les profs sont quand même les êtres nécessaires à la transmission de ce qu'il y a de plus beau dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire la poésie. Et donc cette personne, elle a ouvert le canal du plaisir, quoi. Voilà, c'est-à-dire de pouvoir transmettre, parler, gesticuler sur un plateau, faire rire les copains. À ce moment-là, j'étais encore profondément dans l'histrionisme. Il n'y avait qu'au théâtre ce soir, d'une certaine manière. Hein. C'était Maria Pacôme, Michel Roux et tous les autres. Et puis, je suis arrivé en
Ensuite, après le collège au lycée, là, j'ai rencontré en fait un prof d'histoire-géographie, Monsieur Pierre-Louis, qui était un fondu de théâtre. Il y avait même à côté, dans le même lycée, un homme extraordinaire qui s'appelait Pierre Blondeau, qui a organisé un festival de cinéma. J'y ai vu là des films incroyables, et où de grands réalisateurs sont venus. Bertrand Tavernier était un habitué de ce festival et tout ça. C'était magnifique, hein, c'était extraordinaire. Et Monsieur Pierre-Louis s'occupait d'un festival de théâtre au Château de Joux, qui est un grand château, une partie médiévale très sombre, et puis des fortifications de Vauban très sombres. Tout est très sombre dans cette région très sombre, au milieu des sapins très sombres. Et là, il y avait un festival d'été. Et là, pour la première fois, j'ai joué des textes sérieux. J'ai commencé par La Cruche cassée de Kleist, ensuite L'île des esclaves de Marivaux. Et puis, il était passionné par le théâtre d'Ariane Nouchkine, et donc il écrivait lui-même à ce moment des spectacles liés aussi à l'histoire du château, donc un spectacle sur Mirabeau, Toussaint Louverture, qui avait été enfermé dans ce château. Et puis, l'histoire de l'absinthe, puisque Pontarlier était un haut lieu de la fabrication de l'absinthe. Donc, les raisons pourquoi en 14 on interdit l'absinthe, et qu'on favorise les lobbies du vin rouge, du Languedoc-Roussillon. Et toutes ces questions-là étaient... Moi, à ce moment-là, je m'ouvrais à un monde que je ne connaissais pas, au bout du compte, qui va après se développer dans les 3 années d'apprentissage que je vais faire à l'École du Théâtre National de Strasbourg, et des gens que je vais rencontrer comme Jean-Louis Ourdin, qui va continuer à me transmettre que être acteur, c'est aussi être citoyen. Et c'est, je pense, à Pontarlier, puis ensuite à l'école du TNS, que cette conscience-là, en fait, de l'importance de la citoyenneté de l'acteur, qu'on monte pas sur un plateau de manière impunie, s'est développé, s'est installé pour moi. Voilà. Alors, on viendra presque tout de suite à Strasbourg, à Ourdin et à quelques autres, mais juste un mot pour clore cette première séquence, la séquence des initiations, de la formation et de l'éclosion du papillon. Le cinéma, vous venez de le dire, vous avez progressivement vu de plus en plus de choses différentes, depuis la salle de votre curé à Woodstock jusque à ce festival monté quand vous étiez au lycée. Mais au théâtre, où est-ce que vous voyiez du théâtre à cette époque, si vous en voyiez? Autrement, vous avez parlé au théâtre ce soir, mais au théâtre, le vrai, celui avec des acteurs sur une scène. C'est vrai qu'il y avait relativement peu de choses, mais il y avait le Centre dramatique de Franche-Comté. C'était Monsieur André Méral qui le dirigeait à cette époque-là. Et donc il venait jouer au lycée de Pontarlier. Il venait représenter des spectacles. Ça a été là aussi la première fois en fait que je voyais. Je me souviens du brave soldat Schweik. Et je me souviens que c'était Paul Le Person qui jouait. Ouais. Et donc c'était très émouvant en fait là aussi de prendre conscience que le théâtre racontait des choses profondes sur l'humanité. Et puis ce professeur Pierre-Louis m'a emmené un jour. Il y avait à la Chaux-de-Fonds, juste de l'autre côté de la frontière, puisque en fait il était plus facile depuis chez moi d'aller au Locle ou à la Chaux-de-Fonds ou à la piscine ou au théâtre que même d'aller à Pontarlier qui était à 30 km. Et donc là, il y avait à la Chaux-de-Fonds une biennale de théâtre organisée par le Théâtre Populaire Roman. Et là, il m'emmène voir La Cagnotte de la Biche, montée et mise en scène par Jean-Pierre Vincent, avec toute une bande d'acteurs, dont les acteurs de Strasbourg. C'était en fait un spectacle qu'il avait fait en collaboration avec le théâtre de Hubert Gignoux, quoi, en fait. Et donc, je suis face à un spectacle où tout à coup, je vois dans la mise en scène quelque chose qui me dépasse complètement. J'avais jamais eu l'idée qu'on pouvait, en fait, produire une relation spectaculaire aussi grande. C'est-à-dire où la pensée, tout à coup, s'incarnait. Il y avait, par exemple, à un moment, c'était la chute de la bourse, et il y avait des grandes colonnes. Toutes ces colonnes étaient faites avec des grosses pièces de monnaie, en fait. Et donc, quand elles s'écroulaient, ces grosses pièces roulaient et tombaient dans la fosse d'orchestre. J'étais
sidéré, quoi, en fait. Ce qu'il y a de beau, c'est que Claude Petitpierre, dont c'était la dernière production, en fait, en tant qu'acteur, après ce spectacle, il a arrêté, et il est devenu chargé de la pédagogie à l'école du TNS. C'est donc lui que je vais retrouver quelques années plus tard. Mais dans l'équipe, il y a Jean-Louis Hourdin, Jean-Paul Wenzel, Olivier Perrier, tous ceux que je vais retrouver après, avec lesquels je vais travailler. Donc, il y avait comme ça une rencontre très, très étonnante, très folle, très belle, humainement. Et parallèlement, il y avait un type extraordinaire, il vit toujours, faut pas que je l'enterre trop vite quand même, Jacques Wingler, qui était chargé de jeunesse et sport à Besançon, et qui avait organisé un voyage à Paris, à la cartoucherie de Vincennes. Et là, j'ai assisté à un événement qui a là aussi changé fondamentalement ma relation au théâtre. C'est 89-93 d'Ariane Mouchkine. Et le Théâtre du Soleil. Là, assis dans la pelouse de la cartoucherie, j'ai vécu un moment qui a été sidérant, quoi. Et donc, tout ça, en fait que j'ai eu accès, finalement, autour de 17-18 ans, au théâtre dans lequel je vais m'investir plus tard, mais comme un tsunami. En 2 ans, c'était un tsunami. Tout ce que je croyais être le théâtre n'était plus du tout la chose qui allait s'imposer à moi. Voilà. Et là, nous arrivons à la deuxième formation, si je puis dire, la formation, j'allais dire quasi officielle, celle de l'élève comédien à Strasbourg. Donc, vous avez fini le lycée, vous avez la conviction déjà assez ancienne que c'est le métier d'acteur que vous voulez faire. Vous passez un concours pour aller au TNS, à l'école du TNS, et vous allez à Strasbourg. Alors, ce sont quelles années? C'est la fin des années 70, le début des années 80? Oui, c'est ça. Moi, je rentre à l'école en 74 et je vais en sortir en 77. Voilà. À ce moment-là, qui assure la formation et surtout la conception, l'idée de la formation des élèves comédiens à Strasbourg? En fait, je vais vivre en fait une mutation. En fait, je vais vivre une transformation de cette institution. C'est-à-dire que quand je passe le concours, la direction du Théâtre National de Strasbourg, c'est Perinetti. Et je rencontre donc au moment de l'audition la personne que j'ai vue jouer dans La Cagnotte de la Biche, et dont c'était le dernier spectacle, dans une mise en scène de Jean-Pierre Vincent à la Chaux-de-Fonds au cours de la Biennale de théâtre, Claude Petitpierre. Je suis très impressionné. Je passe les auditions, les 2 scènes, et il vient donc vers moi avec beaucoup de simplicité, mais de générosité, me dire je pense que ça devrait aller. Pardon, les 2 scènes, c'était quoi? Alors, il y avait une scène de L'île des esclaves de Marivaux, et puis André Chédid. Oui, c'était très... Alors, la scène de André Chédid, là, tout à coup, ça m'échappe, mais voilà, c'était ces 2 auteurs-là. En gros, Claude Petitpierre me fait comprendre que ça devrait aller, que je devrais être dans le stage, puisque il y avait une audition, puis ensuite un stage d'1 semaine, que j'allais être sélectionné pour le stage. Et entre-temps, c'est-à-dire entre cette audition et le moment où je vais arriver sur le stage, Claude Petitpierre est écarté de la direction, et arrive quelqu'un qui est un comédien qui travaille justement souvent avec Perinetti, dont je n'ai jamais rien entendu parler d'ailleurs après, qui s'appelle Robert Oniguian, et qui s'occupe du stage. Et là, c'est une catastrophe, quoi, une horreur. Il pratique une sélection qu'il dit lui-même étant basée sur le psychodrame. Et donc, je vis des scènes atroces, où chacun se bat pour être dans cette école, avec une brutalité, une violence qui me dépasse complètement. Et donc notre groupe est sélectionné, on est 16, et en fait le travail est quasiment impossible avec ce groupe.
parce que les tensions sont beaucoup trop grandes, les différences entre nous sont beaucoup trop grandes. Et donc, la première année est une année catastrophe. On n'arrive pas à travailler. C'est une constatation. C'est comme ça, quoi. Et donc, au bout d'un an et demi, je me pose la question réellement de savoir si je reste dans cette école à Strasbourg ou si je m'en vais. Là arrive un changement de direction. Perinetti n'est plus directeur, c'est Jean-Pierre Vincent qui devient directeur. Comme, en fait, j'avais une admiration pour son travail, évidemment que je reste. Lui sait la difficulté dans laquelle ce groupe se trouve, puisque Jean d'Autremet, qui travaillait avec lui, avait travaillé avec nous, et avait donc pu lui faire un état des lieux. Et donc, il a procédé à une deuxième sélection. Donc, au bout d'un an et demi, 8 d'entre nous ont été remerciés. Ça a été d'une brutalité terrible. Et nous-mêmes, on a été complètement déstabilisés. Et donc, on a créé une compagnie à l'intérieur de l'école, le Théâtre du Troc, dans lequel on était les 8 rescapés, et où Claude Petitpierre, qui avait été réintégré par Jean-Pierre Vincent, a été en même temps la cheville ouvrière de ce nouveau rassemblement, en fait. Pour moi, Claude a été la personne, je pense, qui a le plus compté, en fait, dans ces années-là. Il m'a transmis quelque chose d'essentiel, je pense. C'est l'importance de comment dire, l'importance de la recherche de l'acteur sur lui-même, mais pas d'un point de vue idéologique ou c'est sur le pouvoir de l'imagination, le pouvoir de l'imaginaire, sur comment en fait un acteur peut avec son imagination travailler une sorte de métempsychose ou d'empathie parfaite qui fait que tout à coup il peut être un autre, une autre, simplement par le pouvoir de son imagination. Et donc, il nous avait emmenés, par exemple, aux eaux de bal. On était resté une journée entière devant des cages des animaux. Il fallait choisir 2 animaux. Et donc, on passait notre journée à regarder le comportement de l'animal. Et ensuite, quand on revenait dans les salles de travail, c'était « Est-ce qu'on peut arriver à imaginer que votre corps est couvert de poils ? Que vos yeux sont sur le côté du visage, chez un oiseau, que donc vous êtes obligé de tourner la tête pour regarder, pour voir, que un bec est le prolongement en fait d'un endroit entre le nez et la lèvre supérieure, qui est en même temps quelque chose de dur, avec lequel vous allez pouvoir casser quelque chose, que les articulations d'un échassier peuvent être à l'envers, et non pas comme votre genou, mais se replie dans l'autre sens. Prendre conscience, en fait, de tout ça. Et arriver à convoquer, pendant quelques secondes, avec le pouvoir de l'imaginaire, l'ensemble de ces contraintes physiques liées à cet autre, qui n'est pas soi, alors c'est là où il expliquait que ce rapport est comme c'est comme si on fallait traverser une plaque de plomb. Au départ, quand on est jeune acteur, cette plaque est très épaisse. Et puis, au fur et à mesure, en fait, qu'on travaille et cette plaque, elle diminue, elle est rabotée, elle est lissée. Et il y a un moment où on peut être, dans l'instant, quelqu'un d'autre. Parce que ce travail d'apprentissage, en fait, fait qu'on peut convoquer par l'imaginaire, un peu comme il nous parlait aussi du chamanisme, comme la possibilité de faire un voyage, en fait, pour aller soigner l'âme du malade, mais de pouvoir revenir en soi. Ce qui est important, c'est de revenir, c'est pas d'y aller. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que comment on va vers un personnage, mais comment on reste soi-même, comment on est autre et soi en même temps. Ça, c'était une relation au travail avec lui qui a été passionnante. Et je crois que j'ai pas été le seul à être très terriblement impressionné par l'apprentissage avec ce grand pédagogue qui était Claude Petitpierre. Il vous a donné à vous et à vos camarades la maîtrise d'une technique. Est-ce qu'on peut dire ça ? Oui. Je pense à ça parce que on dit souvent
que les comédiens n'ont pas de technique, qu'ils ont leur personnalité, alors que les musiciens, qui ont aussi des personnalités, il faut qu'ils maîtrisent le violon, le piano, des choses difficiles. Ce que vous dites de ce que vous avez appris grâce à faire le héron, ou je ne sais quel autre volatile, et peut-être d'ailleurs aussi grâce à d'autres moments d'imprégnation et puis d'imitation, c'est une technique. Oui, exactement. Et ça donne, me semble-t-il, ou ça doit donner, en tout cas vu de l'extérieur, une certaine confiance en soi. Oui, c'est-à-dire que au bout du compte, l'instrument dont il est question, c'est bien sûr qu'on peut acquérir aussi en parallèle toute une connaissance technique du chant, de danse, bien sûr. Mais là, c'est être au cœur de l'apprentissage de notre métier. C'est-à-dire l'instrument dont il s'agit, c'est en fait cet endroit qui n'est pas concret, qu'on pourrait dire, qu'on pourrait maîtriser. Je connais mon corps, je connais ma voix, voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui allie beaucoup de choses ensemble, mais surtout l'imaginaire. Et donc, contrôler, travailler à partir de ça. Certaines personnes l'ont de manière intuitive. Je rencontre des fois des jeunes actrices ou comédiens. Je suis très impressionné parce que justement, il n'y a pas d'effort. C'est-à-dire que ils ont cette capacité, en fait, à être immédiatement autres. Il y a une empathie qui est extrêmement facile chez eux, en fait. Mais pour beaucoup, ce travail-là, en fait, est nécessaire. C'est-à-dire de trouver comment on passe d'un état à un autre. C'est la maîtrise, en fait, de cette faculté, de cette capacité qui nous a, là où il nous a entraînés, en fait, à être des athlètes de l'imaginaire, quoi. Et c'est en ça où, effectivement, moi, j'ai été très, très impressionné par tout son enseignement, parce qu'il était d'une patience aussi incroyable, quoi. Voilà. Mais ça ancrait, en fait, notre travail dans quelque chose d'archaïque. J'ai toujours eu la sensation qu'avec lui, on travaillait quelque chose, oui, où notre art est un art archaïque, qui vient de si loin, qui vient des grottes, quoi, des grottes des premières tribus où on a inventé le feu. Sans doute que notre art dépend aussi de l'invention du feu. On a éloigné les bêtes et ça nous a permis, en fait, de nous retourner les uns vers les autres pour nous raconter, en fait, les exploits de cette tribu. Comment tout à coup on a réussi à résister à l'adversité. Et ça, c'est quelque chose que je lui suis gré. Voilà. Alors, à propos de se tourner vers les autres, vous nous avez dit dans notre première conversation que vous étiez né de parents chrétiens de gauche engagés, actifs, que vous aviez épousé un grand nombre de leurs engagements ou de leurs idées de ce qu'on doit aux autres. Quand vous étiez à Strasbourg, vous avez essayé de mettre en pratique cette volonté de servir. Ça n'a pas été aussi probant que vous le souhaitiez. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Quand l'aventure du théâtre du Troc est sortie, en fait, de l'institution de l'école, on s'est installé dans une petite mairie, dans une mairie, en fait, qui est en banlieue de Strasbourg, qui s'appelle Ostwald. Là, à ce moment-là, l'équipe municipale était rose, pour un rose pâle, parce que Strasbourg n'était pas encore passé à gauche, comme ça va être le cas quelques années plus tard, mais était encore un bastion de droite. Et là, voilà, l'idée, c'est de s'installer dans une municipalité, faire un travail de terrain, y convoquer des artistes, plasticiens, musiciens, acteurs, écrivains, créer une radio, enfin bon, bref, tout un projet comme ça, multiple, sans justement en même temps créer, adossé... Enfin, ce projet n'était pas adossé à un bâtiment. C'était quelque chose de tout à fait précaire, qui devait s'installer de manière tout à fait temporaire, circuler à l'intérieur de la ville, etc.
Et puis donc, j'ai milité avec les camarades socialistes pour faire en sorte que l'élection présidentielle de 1981 soit joyeuse pour nous, c'est-à-dire avec l'élection de François Mitterrand. Et dès l'instant où François Mitterrand a été élu, malheureusement, j'ai eu un retour extrêmement surprenant et qui m'a totalement déstabilisé dans mes convictions profondes. C'est que mes camarades m'ont dit, maintenant qu'on est au pouvoir, s'il y a à choisir entre la réfection des pouvoirs, des trottoirs et la culture, c'est la réfection des trottoirs, tu comprends bien. Et donc, j'avais beau essayer d'expliquer que si on allait à Paris rencontrer les camarades et en particulier Jack Lang pour lui expliquer notre projet, vu le bastion de droite dans lequel on était, on pouvait espérer en fait devenir une sorte de laboratoire culturel. Non, il n'y a pas eu. Donc j'ai rendu les clés et je suis venu m'installer à Paris comme tout un chacun, voilà. Et vous êtes venu à Paris parce que, oui, c'était là où il y avait la possibilité ou des possibilités diverses de travailler. Et vous avez commencé par laquelle de ces possibilités? Là, on est en 1982, 3. Voilà. Là, en fait, j'ai commencé à travailler avec... j'ai fait 2 spectacles avec Bernard Sobel. Qui, à l'époque, avait le... Gennevilliers. Qu'il a eu pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans. Lui qui avait créé l'endroit, quoi. Oui. Donc ça fait partie de cette génération aussi qui avait créé des endroits comme Planchon, voilà, et où ça, ou comme Guy Rétoré aussi, avec qui je vais travailler aussi au Théâtre de l'Est parisien, enfin, qui va devenir Théâtre de la Colline, et puis, j'ai travaillé avec lui sur 2 spectacles, mais un en particulier qui m'a beaucoup touché, beaucoup ému, parce que en fait j'y rencontrais des comédiens extraordinaires. D'abord, il y avait Hélène Vincent, mais surtout Philippe Clévenot, qui pour moi a été un comédien extraordinaire que j'avais rencontré évidemment à Strasbourg, puisqu'il faisait partie de l'équipe de Jean-Pierre Vincent et de la troupe à Strasbourg, et que j'ai vu interpréter des spectacles magnifiques. C'était un acteur prodigieux, d'une incandescence incroyable. Et là, j'étais fasciné, bouleversé par la manière dont il pratiquait son métier. Et où là, en fait, il m'a aussi appris quelque chose d'une certaine manière. Et ça rejoint ce que nous essayait de nous transmettre Claude Petitpierre. C'était dans Édouard II, il doit rendre la couronne. Et donc, il veut la rendre. Mais non, il veut pas la rendre. Mais si, il veut la rendre. Mais si, il faut bien la rendre. Non, je ne veux pas la rendre. J'assiste pendant... Je suis l'évêque de Canterbury, je reçois la couronne. Pendant un quart d'heure, il se livre à cette sorte de choses. Il pleure, il est... Et puis finalement, il rend la couronne. Et au moment où il rend la couronne, il me donne la couronne. Il me fait un clin d'œil. Eh ben, ce moment-là, je peux pas expliquer, mais ça m'a coupé en 2. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'il arrive à être aussi puissant dans les sentiments qu'il donne à voir, et dans l'instant où il me regarde, il me fait un clin d'œil pour me dire, ça n'est pas si grave que ça n'est que du théâtre. Alors, cette convention, en fait, qu'on passe avec le spectateur, qui fait que le spectateur peut y croire et être bouleversé, et être en larmes. L'acteur sur le plateau peut en un instant dire « ça n'est que du théâtre ». Cette relation entre être ou ne pas être, moi, j'ai trouvé ça mais bouleversant. Donc j'ai commencé, voilà, avec Bernard Sobel, et puis ensuite, il y a eu plein de rencontres que j'avais déjà faites, en particulier avec Jean-Louis Hourdin, que j'avais rencontré à l'école du TNS, avec lequel j'ai fait un long compagnonnage, j'ai fait 6 spectacles avec lui. Jean-Paul Wenzel, que je vais aller retrouver à Hérisson, où mon ami Pierre Meunier est installé maintenant. Olivier Perrier, avec qui on va faire un spectacle ensemble. Là, il y a toutes ces rencontres-là. Et il y a Jean-Luc Lagarce. Mais Jean-Luc, c'est étrange, hein. J'ai rencontré Jean-Luc, il avait 18 ans. C'était au Château de Joux. Je pense que c'était sur le spectacle, justement sur Mirabeau, Toussaint l'ouverture.
Il était venu en fait comme une sorte de stage envoyé par ce Jacques Wingler dont je parlais, qui nous avait emmenés voir le Théâtre du Soleil à Paris. Et donc je fais sa connaissance là, à cette occasion-là. Et je trouve que c'est un garçon délicieux, avec sa voix de fausset, avec son intelligence, son humour ravageur et tout ça. Moi, je passe des moments délicieux avec lui. Je pense pas qu'il ait eu un souvenir particulièrement passionné de ce séjour dans le Chouchou. Je pense qu'il a trouvé ça sans doute assez détestable pour plein de raisons, mais on s'est jamais perdu de vue après. Et donc, quand avec toute la bande, François Berreur, Mireille Hertmeyer, le théâtre de la Roulotte, quoi, est créé, régulièrement, en fait, Jean-Luc m'appelait pour me dire, mais tu viens, on fait tel spectacle. Je dis, mais oui, je peux pas, je suis avec Jean-Louis Hourdin, ou je suis avec bon. Et donc, c'est très tardivement que je retrouve Jean-Luc sur Les Solitaires Intempestifs, un spectacle qu'il avait écrit à partir de plein d'auteurs différents, qui va donner, d'ailleurs, le titre de ce spectacle va être le titre des éditions théâtrales. Et puis, ensuite, sur Loulou, l'adaptation qu'il fait, il meurt pendant les répétitions. C'est un homme qui avait une générosité, une lucidité sur le monde, mais je n'ai pas capté, moi, de son vivant, la beauté et la qualité de son écriture. Je le reconnais humblement, je ne l'ai pas capté. Et c'est quand François Berreur a organisé un hommage au théâtre ouvert que il m'a dit, mais ce serait bien si tu lisais quelque chose et tout ça. Et donc, il m'a proposé Le Voyage à la Haye. Là, j'ai lu Le Voyage à la Haye, et au cours de cette lecture, je me suis rendu compte à quel point j'étais en train de lire quelque chose d'exceptionnel. Donc, j'ai proposé à François de me donner les droits pour pouvoir le faire, et il m'a dit, mais non, mais on le fait ensemble. Et donc, on a commencé avec Le Voyage à la Haye, puis ensuite, on a fait un spectacle. Il a eu l'idée du Rêve de la veille, c'est-à-dire où ça commençait par musical, je faisais la fille, puis ensuite Le Bain, qui est un autre récit de Jean-Luc, puis ensuite Entr'acte, Le Voyage à la Haye, et puis l'idée c'était Entr'acte, juste la fin du monde. C'est-à-dire le grand voyage de quelqu'un qui est dans le spectacle, qui découvre la maladie de son compagnon, qui découvre sa propre maladie dans Le Voyage à la Haye, et puis qui ensuite va dans sa famille pour dire qu'il va mourir. On a réussi à faire l'ensemble du trajet, sauf qu'on n'a pas trouvé, en fait, un producteur, un théâtre qui accueille l'ensemble du process, quoi. C'est-à-dire, on a fait juste la fin du monde en dehors du Rêve de la veille, de ce qui avait été fait avant, voilà. C'est dommage, parce que c'est vraiment une très belle idée. Je ne la connaissais pas, et je trouve que c'est une idée qui mériterait d'être remise sur le métier. Très, très beau. Le Rêve de la veille avec François, ça a été vraiment une très, 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 très belle aventure. Franchement, vraiment. François a eu des idées qui étaient très justes, très simples, très claires. Et puis l'écriture de Jean-Luc, tout à coup, s'épanouissait de manière extraordinaire. Là, c'est vrai que j'ai découvert en fait à quel point son écriture, alors que je pensais que c'était, mais parce qu'on a toujours une idée un peu extérieure des choses, souvent, je pensais finalement que c'était une écriture un peu précieuse. On n'arrêtait pas de me bassiner avec la musicalité de la langue et tout ça. Mais au fond, un peu la même chose que j'ai pu éprouver avec Marguerite Duras, finalement, où on entend d'abord sublime, forcément sublime, et puis après, tu travailles comme acteur, et tu te rends compte que c'est que de la pensée concrète, que c'est de la pensée qui se construit devant nous, avec nous. Là, moi, on était ensemble, je crois bien, pour écouter Dominique Blanc dans La douleur. Voilà une pensée qui tout à coup est concrète. Et ben Jean-Luc, c'est la même chose. Je pense que Jean-Luc sera joué encore dans les générations prochaines, et autant que Molière, autant que Tchekhov, parce qu'il convoque quelque chose de profondément humain, d'un questionnement profondément humain sur nous, sur comment on se dépatouille avec ce qu'on est personnellement avec les autres.
Voilà. Oui, je pense que Jean-Luc Lagarce a besoin d'être débarrassé de ses admirateurs professionnels. Oui, mais parce que c'est toujours un peu de la même manière. C'est vrai. Moi, bon, voilà. Mais d'une certaine manière, je n'en veux qu'à moi-même. Je ne. Oui, oui, mais Voilà. Je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai trop de filtres, quoi. Je découvre les choses avec des filtres qui sont. Mais bon, voilà, il me faut du temps et puis il faut que je sois confronté. Finalement, mon métier, c'est ça que j'aime dans mon boulot, hein. C'est que ça m'a donné accès à des poètes, à des écritures que je n'aurais peut-être pas saisies simplement en tant que lecteur ou travailler avec Lars Noren, ça a été quelque chose de très puissant, de très puissant. Et donc ça, c'est la beauté de ce métier. Je vous propose que nous marquions un arrêt avant de nous retrouver pour poursuivre le récit de votre vie professionnelle et de vos découvertes, et notamment en abordant le moment où vous passez le filtre d'une institution et vous entrez dans cette maison tricentenaire qu'on appelle la Comédie Française.